C'est là toute l'importance de ce que Vladimir Poutine vient de faire. Il n'a pas répondu en utilisant les missiles Kinjal qu'il a déjà déployés, ni les missiles Calibre, Onyx ou autres armes similaires. Il a répondu avec un missile totalement nouveau, véritable game changer. Ce missile peut frapper non seulement n'importe quelle partie de l'Ukraine, mais aussi n'importe quel point en Europe, et il est impossible à intercepter. Poutine a fait passer un message clair. Je frapperai partout en Europe où j'aurai besoin de frapper. Je répliquerai à toute action prise contre nous. Les décisions ont déjà été prises. Il n'y aura pas de discussion. Si vous attaquez, nous répliquons immédiatement avec ce missile ou d'autres que vous ne connaissez pas encore. Bienvenue dans l'analyse d'aujourd'hui sur le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine. Ces derniers jours, nous avons assisté à une série de développements critiques sur le champ de bataille. Des frappes de missiles dévastatrices et des manœuvres stratégiques de part et d'autre. Ces événements marquent l'intensification de la campagne hivernale. Plongeons dans les détails. Comme l'a régulièrement souligné l'expert militaire Scott Ritter dans ses analyses, la précision et l'ampleur des frappes russes révèlent une intention stratégique claire: affaiblir durablement la capacité de guerre de l'Ukraine. Dans une démonstration de puissance de feu écrasante, la Russie a lancé plus de 100 missiles de croisière et une vague extraordinairement coordonnée de 466 drones Shahed. Ces attaques ont visé l'ensemble de l'Ukraine. L'ampleur des frappes est sans précédent, ciblant non seulement des installations militaires, mais aussi des infrastructures critiques, aggravant l'incapacité de l'Ukraine à soutenir son effort de guerre. L'utilisation des drones Shahed, reconnus pour leur précision et leur faible coût, souligne la stratégie d'attrition en constante évolution de la Russie. Parmi les opérations les plus marquantes, une frappe dans la région de Kherson, un bastion stratégique ukrainien, a causé des pertes majeures. Selon le ministère russe de la Défense, ces frappes ont atteint avec succès le quartier général du commandement militaire ukrainien. Le bilan rapporté inclut 40 combattants étrangers et spécialistes. L'un des points forts de cette opération est la mort confirmée du colonel canadien, un opératif de l'OTAN basé à Bruxelles. Sa présence inattendue dans la région de Soumy soulève des questions sur l'implication discrète de l'OTAN dans le conflit, ainsi que sur l'exposition de ses personnels de haut rang aux frappes russes. Cette frappe ne représente pas qu'une victoire tactique. En neutralisant des spécialistes étrangers et des figures de commandement, la Russie envoie un message clair. Elle est capable de cibler et d'éliminer des actifs de l'OTAN sur le terrain, malgré leur structure de soutien avancée. Ce développement met également en lumière la dépendance croissante de l'Ukraine à l'expertise militaire étrangère, qui continue de s'éroder sous des attaques russes soutenues. C'est l'OTAN qui est à l'œuvre là. Vous allez nous rejoindre, Samantha Bendern, ancienne officière politique à l'OTAN. Mais puisque vous parliez de nihilisme et de Kirill, le patriarche très proche, disons, des services secrets et très intéressé par l'argent, hein, c'est pas le vœu de pauvreté. Un très beau yacht et des très belles montres. Voilà, c'est pas tout à fait Port-Royal. Écoutez-le, qui parle de la possibilité de l'apocalypse. Alors, évidemment, c'est là, comme vous dites, côté un peu fantaisie. Et il dit les chrétiens, eux, y échapperont. Attiser les craintes concernant d'éventuels scénarios apocalyptiques, l'alarmisme excessif et la spéculation sur le nucléaire ne sont pas bénéfiques sur le plan spirituel. L'ennemi de l'humanité cherche à semer la confusion et l'inquiétude dans le cœur des gens pour paralyser leur volonté et leur ôter tout courage. Nous ne devons pas entrer dans ce jeu. Les chrétiens ne craignent pas la fin du monde. Voilà, ça c'est l'aspect nihiliste un peu dangereux dont vous parliez. Oui, c'est ça. Alors en plus, je ne sais pas très bien de quel chrétien il parle, parce que quand même, on a l'impression qu'il a une acception peut-être un tout petit peu limitée des chrétiens, à moins qu'il considère que de toute manière les chrétiens iront au ciel. Je ne sais pas de quoi il parle. Mais effectivement, on est sur cette folie de destruction. Moi, je pense que c'est la dimension essentielle de cette idéologie, c'est l'idéologie de destruction. L'OTAN qui se réorganise très vite. Vous avez travaillé au cœur de l'OTAN, Samantha Bendern, vous êtes chercheuse, ancienne officière politique à l'OTAN. Les Allemands sont en train de vouloir disposer de leurs unités de défense antiaérienne patriotes qu'ils ont achetées, si je comprends bien, aux Américains. En l'occurrence, ils sont en train de vouloir les disposer en Pologne dès le début d'année 2025 pour protéger des nœuds logistiques qui sont d'importance capitale pour les livraisons de matériel à l'Ukraine. Il y a une crainte de ce point de vue-là, y compris sur le flanc est de l'OTAN.
Eh bien, il faut croire que oui, parce que depuis plusieurs mois déjà, on entend les Allemands, on entend les divers services de renseignement des pays de l'OTAN qui disent nous pourrions nous retrouver en guerre avec la Russie d'ici quelques années. Et c'est là toute la raison pour laquelle finalement beaucoup de ces pays veulent aider l'Ukraine. Parce que c'est dans la logique que nous aidons l'Ukraine aujourd'hui pour pas que ce soit chez nous demain. Vous savez, il y a un général américain qui a dit que ce serait catastrophique si des troupes otaniennes devraient être confrontées aux troupes russes sur le territoire ukrainien, mais encore bien pire si des troupes otaniennes devaient être confrontées à des troupes russes sur le territoire d'un pays de l'OTAN. Comment comprenez-vous ce retour du scénario conventionnel, c'est-à-dire effectivement que l'Ukraine, que la Russie tente de s'en prendre directement à un territoire de l'OTAN? Il s'agit bien de ça. Parce que Poutine a besoin de la guerre pour survivre. Il faut comprendre que là, il est maintenant dans une logique de guerre. Il a mis toute son économie sur un pied de guerre. Si la guerre s'arrête demain, la production industrielle russe, ces fameux chiffres du PIB russe qui ne représentent pas du tout la réalité économique et du bien-être des Russes sur le terrain, il a besoin de ça pour cette guerre. Et il a réussi à convaincre tout son peuple qui est en guerre avec l'Occident. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, comme nous le disent à répétition tous nos dirigeants, mais les Russes, eux, considèrent qu'ils sont en guerre avec l'Europe. Est-ce qu'ils vont attaquer ou est-ce qu'ils ne vont attaquer? On n'en sait strictement rien. En tout cas, moi, je ne sais pas et je crois que personne ne le sait pour sûr. Mais par contre, se prémunir d'une potentielle attaque, se protéger, eh bien, ce serait complètement irresponsable de ne pas le faire. Ne serait-ce que pour se protéger des drones ou des missiles qui dépassent les frontières ukrainiennes, qui rentrent dans un territoire otanien. Rien que ça, aujourd'hui, nous sommes déjà confrontés à ce risque. Et si cela ne suffisait pas, intéressons-nous à ce qui s'est passé ensuite à Odessa, où la Russie a frappé plus profondément dans les réserves stratégiques de l'Ukraine. En ciblant des infrastructures maritimes clés, la Russie a porté un nouveau coup dévastateur. Les frappes ont entraîné la destruction de 72 opérateurs USV, des spécialistes essentiels à la gestion des véhicules de surface sans équipage, Unmanned Surface Vehicles. Ces USV, souvent appelés drones maritimes, sont essentiels aux opérations navales de l'Ukraine, notamment dans la guerre asymétrique contre la domination navale de la Russie en mer Noire. Le bilan inclut également 9 militaires français, ce qui souligne encore une fois l'implication discrète de l'OTAN et ses coûteuses erreurs de calcul sur le champ de bataille. Les implications de cette frappe vont bien au-delà des pertes immédiates. La stratégie maritime de l'Ukraine repose en grande partie sur les USV pour perturber les activités navales russes et sécuriser les zones côtières vulnérables. Avec la perte de ces opérateurs, l'Ukraine subit un revers significatif, non seulement en termes de main-d'œuvre, mais aussi de continuité opérationnelle. Former des remplaçants pour des rôles aussi spécialisés est une tâche colossale, particulièrement en pleine guerre à haute intensité. Les partenaires silencieux de l'Ukraine semblent souffrir d'un silence de plus en plus fort et permanent. L'implication de l'OTAN, bien que soigneusement voilée, commence à apparaître davantage comme un handicap que comme un avantage. Peut-être est-il temps pour Bruxelles de réévaluer l'efficacité de ces experts étrangers lorsqu'ils sont confrontés à des frappes russes d'une précision redoutable. Cette attaque soulève également des questions cruciales sur la capacité de l'Ukraine à défendre ses infrastructures, malgré des milliards de dollars d'aide occidentale. La vulnérabilité persistante de ces sites stratégiques face aux frappes russes suggère soit une surestimation des technologies occidentales, soit une sous-estimation des capacités en constante évolution de la Russie. Odessa, autrefois symbole de la résilience ukrainienne, se retrouve aujourd'hui au bord de perdre toute pertinence stratégique. Mais Odessa n'a pas été le seul théâtre de pertes catastrophiques pour l'Ukraine. En remontant vers le nord, un désastre tactique majeur s'est produit dans la région de Soumy. Ce fut l'un des coups les plus décisifs portés à l'arsenal tactique ukrainien. Les forces russes ont mené une frappe de précision ciblant les systèmes SIM-HIMARS, considérés comme les joyaux de la stratégie ukrainienne. Cette attaque a entraîné la destruction de 5 lanceurs, dont 3 standards et 2 configurés pour des missiles ATACMS. Ces systèmes, bien plus que de simples armes, étaient des outils stratégiques dans la tentative ukrainienne de contester la domination russe. Leur perte marque un tournant significatif dans ce conflit régional. Non seulement les lanceurs ont été détruits, mais la frappe aurait également éliminé 30 opérateurs ukrainiens et spécialistes étrangers, affaiblissant davantage la capacité opérationnelle de l'Ukraine. Les systèmes HIMARS sont extrêmement coûteux et notoirement difficiles à remplacer, particulièrement en période de conflit prolongé.
Chaque unité coûte plusieurs millions de dollars et leur disponibilité est limitée, même au sein de l'armée américaine. Perdre 5 unités en une seule frappe représente une catastrophe financière et tactique pour Kiev. La concentration de ces systèmes à Soumy soulève des questions stratégiques importantes. Une telle accumulation laisse penser que l'Ukraine préparait une opération à grande échelle, probablement dirigée vers les régions de Koursk ou Belgorod en Russie. Cependant, ce plan ambitieux a été efficacement démantelé avant même de pouvoir être mis en œuvre. Cette situation expose une vulnérabilité critique. La concentration de trop nombreux actifs de grande valeur en un seul endroit, permettant à la Russie de porter un coup décisif. Peut-être que Kiev pensait que ses lanceurs étaient invisibles ou invincibles grâce aux assurances occidentales. Mais la réalité du champ de bataille raconte une autre histoire. Les capacités de renseignement et de ciblage de la Russie continuent de surpasser et de déjouer les stratégies soutenues par l'OTAN. Et alors que Soumy subissait le poids des frappes, Odessa faisait face à une nouvelle série de dévastations. Dans cette région, les forces russes ont mené une frappe précise contre les lanceurs tactiques Grom 2 et les systèmes de missiles Neptune. Le Grom 2, présenté comme un symbole de l'innovation militaire ukrainienne, était censé rivaliser avec les systèmes de missiles les plus avancés au monde. Pourtant, en quelques minutes, ces lanceurs ont été réduits à l'état de ferraille, illustrant le fossé entre la propagande ukrainienne et la réalité du champ de bataille. Les systèmes Neptune, célèbres pour leur rôle dans le naufrage du croiseur russe Moskva, ont également été détruits lors de ces frappes. Leur perte affaiblit davantage les capacités de défense côtière et d'offensive à longue portée de l'Ukraine. Ces systèmes constituaient une partie essentielle de la stratégie de dissuasion navale ukrainienne, mais leur destruction met en lumière les vulnérabilités persistantes dans les infrastructures militaires ukrainiennes. Alors pourquoi les choses sont liées entre la Syrie et l'Ukraine ? Vous avez bien sûr la Russie qui se considère comme protectrice des chrétiens d'Orient en Syrie depuis Catherine de Russie, donc ça date pas d'hier, ça date de l'époque de Voltaire, donc héritière bien sûr de ce que Pierre le Grand avait laissé, Pierre le Grand, contemporain de Louis XIV, qui avait fait de Saint-Pétersbourg une grande capitale européenne. Et Catherine de Russie, bien sûr, s'était présentée comme la protectrice des orthodoxes d'Orient, de Syrie en particulier, mais c'était pour des raisons géopolitiques, ça va de soi. La présence de Catherine de Russie dans l'histoire de la géopolitique russe est très marquante pour Vladimir Poutine, qui s'inscrit aussi dans cette tradition-là. Mais ça vient aussi en fait des errements et des excès de la géopolitique américaine après le 11 septembre. En fait, après l'effondrement du mur de Berlin, après la dissolution de l'Union soviétique en 1991, les États-Unis se sont retrouvés comme le seul hégémon dans la région et ils ont commencé à remodeler aussi bien l'Europe centrale que le pivot géographique de l'histoire, donc l'Europe centrale et l'Asie centrale. Et à l'époque, aucune puissance ne pouvait les en empêcher. Il suffit de voir qu'ils avaient simplement bombardé l'ambassade de Chine en Yougoslavie, donc l'impunité était totale pour les Américains. Ils se sont précipités sur la première guerre du Golfe, où là, clairement, les Russes ne pouvaient pas s'y opposer. Et ensuite, ils se sont précipités sur une seconde guerre du Golfe, dont ils ont entamé la préparation moins de 10 ans après la première, et qu'ils ont exécuté donc en 2003 avec le soutien de tous les néocons, tous les influenceurs qu'on retrouve aujourd'hui pour célébrer la guerre en Ukraine. Ce sont les mêmes qui célébraient la guerre en Irak, donc plus de 500 000 enfants tués, plus de 2 millions de déplacés, un pays ramené à l'âge de pierre. À l'époque, les Américains se vantaient d'avoir ramené l'Irak à l'âge de pierre, dès 1991. Il faut voir ce qui se serait passé dans les médias français si Poutine avait dit qu'il allait ramener l'Ukraine à l'âge de pierre. Bien entendu, il a été beaucoup plus réservé que les Américains en Irak. Mais bon, vous comprenez, ce sont des brins, ils parlent arabe. On peut les buter sans problème. Et la Crimée est russe, c'est un cadeau de Khrouchtchev. Ça faisait partie des grandes conneries de Khrouchtchev. Khrouchtchev a fait des choses très bonnes aussi, mais il a fait des grandes conneries. Et selon Poutine, la plus grosse connerie qu'il ait faite, c'était donc de donner, parce que c'est un don, c'est un cadeau après la Deuxième Guerre mondiale, la Crimée russe à l'Ukraine. Raison pour laquelle, dans le Donbass et jusqu'en Crimée, vous avez beaucoup de russophones. À partir de là, Poutine comprend très bien que les États-Unis vont tenter de fomenter un coup d'État en Ukraine, d'autant qu'ils l'ont fait plusieurs fois. Avant, vous aviez eu Yanukovych, vous aviez eu d'autres figures pro-américaines, vous aviez eu la Révolution orange, etc., qui avaient échoué. Mais bon, la CIA continue jusqu'à ce que ça marche, et ça marche avec Maïdan en 2014, où les bandéristes, les ukro-nazis tirent sur la foule, créent une émeute, et vous avez un coup d'État. À partir de ce moment-là, vous avez une deuxième étape qui sera la montée de Zelensky au pouvoir sur un programme pacifiste, et où il entube complètement, malgré le fait que son parti s'appelle Serviteur du Peuple. Il a tellement bien servi le peuple ukrainien qu'aujourd'hui vous avez du 500 000 morts, plus 2 millions de personnes qui sont parties à l'étranger et qui ne reviendront pas, etc., etc.
À partir de là, donc, Poutine avait placé ces fameux petits hommes verts, des forces spéciales sans uniforme, qui étaient prêtes à organiser le référendum en Crimée pour que la Crimée devint russe en 2014. Et ça avait été un énorme échec pour Obama. Ça avait vraiment montré que Poutine avait outsmart, avait manœuvré Obama comme un bleu, parce que pour Poutine, Obama était un bleu. Pour Poutine, Obama est un ex-agent de la CIA, d'ailleurs, au passage. Et donc pour Poutine, vraiment, Obama, c'était quelqu'un d'intelligent, d'expérimenté, mais quand même une grosse bleusaille par rapport à lui. Et Poutine l'a complètement manœuvré. À partir de là, donc, il fallait qu'il y ait une guerre. Et ça a donné le non-respect de Minsk I, le non-respect de Minsk II, l'escalade, et le fait de pousser la Russie à ce que Louis XIV appelle ultima ratio regum, le dernier argument des rois, c'est-à-dire la guerre. Quand on ne peut pas faire autrement, on fait la guerre. C'est ce que Louis XIV avait fait fondre sur ses canons, ultima ratio regum, et ça a donné d'ailleurs un fusil de précision en français, PGM, le PGM, ultima ratio, si je ne me gourre pas, en 338 la poix, Magnum. Donc, la géopolitique a toujours lié la Syrie et l'Ukraine dans les dernières décennies, parce que sans la flotte de la mer Noire, les Russes ne peuvent pas garantir sa sécurité à Bachar al-Assad. Et ça a joué un rôle absolument essentiel, parce que si vous avez eu par exemple MBS en Arabie Saoudite, qui a commencé à faire des contrats pétroliers en rial, surtout aussi en yuan, donc en renminbi, voilà, parce que les 5 R donc des BRICS, c'est le renminbi, le rand d'Afrique du Sud, le réal du Brésil, le rouble et la roupie indienne. C'est ça les 5 R. Et ben ça c'était complètement interdit comme vous le savez avant. Enfin, on déconnait pas avec ça. Vous faisiez des contrats pétroliers en dehors du pétrodollar, on vous tuait, propre et net. Si MBS s'est senti empouvoiré, c'est parce qu'il avait vu à l'œuvre, alors que son pays, l'Arabie Saoudite, était dans le camp de ceux qui voulaient déstabiliser et renverser Bachar el-Assad, mais il a vu ce que valait le parapluie russe. Et ce parapluie russe, il valait par la flotte de Sébastopol. Donc, dès le début, l'Ukraine et la Syrie sont liées. Or, maintenant que Trump est élu, l'État profond tente le tout pour le tout. On l'a vu, escalade nucléaire. Il a même été déclaré que les États-Unis voudraient livrer des armes nucléaires à l'Ukraine, ce qui est du délire complet. Quand on n'a même pas besoin d'y réfléchir. Il suffit de jeter un œil sur la carte et sur la situation pour comprendre que c'est une trahison de l'Europe propre et nette. Enfin, c'est une répétition du fameux fuck the EU de Victoria Nuland. Ce qui prouve à quel point les chefs d'État européens sont des gros collabos, que ce soit Scholz ou Merkel, ou Macron, ou Hollande, ou Sarko. À chaque fois, c'est la même chose quand il a été révélé par Snowden, par exemple, que les États-Unis espionnaient à outrance tous les chefs d'État européens. Mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, aucune protestation. C'était normal, quoi. Comme l'a souligné l'analyste militaire Scott Ritter, ces frappes systématiques témoignent de la domination croissante de la Russie dans les domaines de la guerre électronique et des missiles. En neutralisant systématiquement les systèmes de grande valeur de l'Ukraine, Moscou démantèle efficacement la capacité de Kiev à maintenir une résistance stratégique à long terme. Au-delà des cibles militaires, la campagne offensive de la Russie continue de s'attaquer aux infrastructures critiques de l'Ukraine. Parmi les frappes les plus significatives figure l'attaque contre le district industriel de Bilche-Volitsia-Uersko, abritant le plus grand site de stockage de gaz naturel d'Europe. Cette installation, capable de contenir jusqu'à 17 milliards de mètres cubes de gaz, est un nœud crucial dans le réseau énergétique de l'Ukraine et un élément clé de la sécurité énergétique européenne. Bien que l'étendue des dégâts reste encore incertaine, les conséquences de cette frappe se font déjà ressentir à la fois en Ukraine et chez ses alliés occidentaux. En visant des centres énergétiques, la Russie cherche à affaiblir la capacité de l'Ukraine à maintenir ses opérations industrielles et militaires pendant les rigoureux mois d'hiver. La destruction de ces infrastructures ajoute également une pression supplémentaire sur l'Europe, qui peine à diversifier ses sources d'énergie face aux tensions géopolitiques croissantes. Cette frappe ne se limite pas aux dégâts immédiats. Elle fait partie d'une stratégie calculée pour perturber la stabilité logistique et économique de l'Ukraine. Les installations énergétiques, telles que celle de Aliv, sont vitales pour alimenter les industries, maintenir les lignes d'approvisionnement et garantir la résilience civile pendant l'hiver. Leur destruction fragilise sérieusement la capacité de l'Ukraine à poursuivre le combat. Bien que les dirigeants occidentaux fassent sans doute de nouvelles déclarations de solidarité et des promesses de reconstruction, il est légitime de se demander quel poids auront ces paroles lorsque les lumières s'éteignent et que les réserves de gaz se réduisent en temps réel. Alors que la Russie poursuit ses frappes visant l'infrastructure énergétique ukrainienne,
les forces ukrainiennes ont lancé des frappes de représailles. Cependant, ces tentatives désespérées n'ont pas encore permis de modifier l'équilibre des forces sur le terrain. Dans un effort désespéré pour contrer la domination croissante de la Russie, l'Ukraine a lancé des drones vers la région de Rostov-sur-le-Don, frappant des installations de stockage de pétrole. Bien que certains dégâts aient été causés, l'ampleur et l'efficacité de ces frappes restent bien inférieures à l'offensive stratégique et soutenue de la Russie. Ces opérations par drone, bien que courageuses, soulignent la dépendance croissante de l'Ukraine aux tactiques asymétriques, des stratégies limitées tant en portée qu'en durée. Pendant ce temps, l'OTAN a intensifié les tensions avec le déploiement de bombardiers stratégiques B-52 dans l'espace aérien finlandais. Un geste perçu comme symbolique et provocateur. Ces bombardiers, surnommés les forteresses volantes de l'armée de l'air américaine, effectuent des missions simulées à proximité des frontières russes. Bien que l'OTAN présente ce déploiement comme une démonstration d'unité et de force, la réalité est plus nuancée. La présence de ces bombardiers met en lumière l'implication croissante de l'OTAN dans le conflit, mais de manière indirecte, et son désir de projeter de la puissance dans la région baltique. Cependant, le déploiement des B-52 soulève d'importantes questions stratégiques. Bien qu'ils symbolisent les capacités de dissuasion de l'OTAN, ces bombardiers restent extrêmement vulnérables face aux systèmes de défense S-400 et S-500 de la Russie. Ces systèmes sont conçus pour neutraliser les cibles aériennes de grande valeur, et toute erreur de calcul pourrait entraîner une escalade indésirable. Il semble que la stratégie de l'OTAN repose principalement sur des gestes symboliques. Faire voler des bombardiers autour des frontières russes, publier des communiqués de presse et espérer le meilleur. Cela soulève des questions sur l'efficacité réelle de telles manœuvres, qui n'ont guère plus d'impact que d'attiser la tension dans une situation déjà volatile. Alors que l'OTAN poursuit ses manœuvres et que l'Ukraine tente de répondre efficacement, les implications géopolitiques plus larges du conflit deviennent de plus en plus évidentes. Avec l'arrivée de l'hiver, la Russie et l'Ukraine intensifient leurs opérations, chacune avec des stratégies et des objectifs distincts. Les frappes de précision récentes de la Russie visant des installations militaires, des infrastructures et des personnels étrangers témoignent d'une approche méthodique visant à démanteler la capacité de l'Ukraine à soutenir son effort de guerre. En détruisant les approvisionnements en énergie et en éliminant des systèmes de haute valeur tels que les HIMARS et les lanceurs Grom-2, Moscou ne se contente pas de neutraliser des menaces immédiates, mais façonne également le paysage stratégique pour les mois à venir. De son côté, l'Ukraine devient de plus en plus dépendante de l'aide occidentale, une situation qui se révèle de plus en plus précaire. Les pertes infligées à Kiev ces derniers jours, avec la destruction de 5 lanceurs HIMARS, de dizaines d'opérateurs de USV et d'infrastructures énergétiques cruciales, dressent un tableau sombre. Chaque système ou installation détruit rappelle les limites des ressources de l'Ukraine et les coûts colossaux de leur reconstruction en pleine guerre. À l'horizon, cet hiver s'annonce comme une période déterminante dans le conflit. Comme le conclut l'inspecteur Scott Ritter dans ses analyses, cette phase pourrait bien être celle qui déterminera si la guerre se transforme en une impasse prolongée ou si l'une des parties parvient à obtenir un avantage décisif. Pour l'heure, la Russie semble détenir l'initiative, tandis que l'Ukraine peine à s'adapter sous une pression constante sur tous les fronts. Chaque jour qui passe rend la trajectoire de ce conflit de plus en plus claire. Gagner qu'un peu. Il y a 1000 jours, je vous avais dit, dans une vidéo qui a fait 1 million de vues sur ma chaîne, les Russes ne peuvent que gagner la guerre en Ukraine, ils peuvent simplement la gagner un peu, beaucoup, passionnément. Et pour l'instant, ils n'ont gagné qu'un peu. Donc en occupant l'essentiel du Donbass, en ayant ruiné l'Ukraine, bon, ils l'ont gagné un peu, en ayant aussi restructuré leur armée, redéveloppé leur économie, créé une économie différente avec l'Iran et la Chine, etc. Mais c'est que un peu. Ils auraient pu gagner beaucoup plus, c'est exact. Et là, la présence de l'armée, des armées européennes les forcerait à ne gagner qu'un peu, alors qu'ils sont en train de pouvoir gagner beaucoup. Pas passionnément, mais beaucoup.
Beaucoup, c'est reprendre Kharkov, c'est complètement occuper Pokrovsk, c'est prendre bien sûr Kramatorsk et Slaviansk, qui sont les villes importantes du Donbass, qu'ils ne contrôlent pas pour l'instant. Et ça, donc, une présence française, une présence qui sont ce qu'on appelle du tripwire, parce que la France n'a que 70 000 personnels déployables, et elle ne peut pas tout déployer là-bas. Mais c'est juste que si vous tirez sur un soldat français, bien sûr, ce que je ne souhaite pas, étant moi-même de formation d'officier français, eh bien, vous déclenchez une éventuelle riposte nucléaire de la France, en sachant que la Russie est le plus grand pays du monde, donc par définition, c'est le pays qui peut le mieux supporter une guerre nucléaire. On l'oublie toujours, on dit « Ah oui, on peut vitrifier la Russie ». Non, non, personne ne peut vitrifier totalement la Russie. La Russie a des montagnes, elle a le plus grand territoire mondial, c'est le pays le plus préparé à une guerre atomique au monde, donc personne ne peut gagner une guerre nucléaire face à la Russie. Mais d'une façon générale, personne ne peut gagner une guerre nucléaire tout court. Comme l'expliquait l'excellent général Omar Bradley, qui était responsable du débarquement en 1944, la seule façon de gagner une guerre nucléaire, c'est de ne pas la faire. Des gens qui pensent qu'on peut gagner une guerre nucléaire, des cinglés comme ça, il y en a dans tous les camps, y compris russes, ce sont des gens qui ne comprennent pas que gagner une guerre nucléaire, c'est pire que de perdre 10 guerres conventionnelles d'affilée. Je connais aucun pays qui peut se remettre, aucun État qui peut se remettre de 10 guerres perdues d'affilée. 3-4 guerres perdues d'affilée, déjà en général votre État n'existe plus. Vous prenez le cas de la Pologne, vous prenez des États qui ont disparu comme ça, la Prusse. Bon. 10 guerres perdues d'affilée, c'est compliqué. Enfin 3 guerres déjà perdues. 10 guerres, je ne sais même pas quel État peut y survivre. Une guerre nucléaire, gagner, c'est pire que de perdre 10 guerres conventionnelles d'affilée. Donc on ne peut pas gagner une guerre nucléaire. Il faut se rappeler ça en permanence. Mais en tout cas, la Russie est le pays géographiquement le plus doté dans une confrontation nucléaire, parce que c'est le plus grand pays, parce qu'il a le plus gros stock nucléaire au monde, parce qu'il a les meilleurs missiles au monde, et parce qu'il est le plus bunkerisé au monde également, qu'il s'agisse du Kamchatka ou de l'Oural bien entendu, qui peut résister à une guerre nucléaire. Vous prenez le réduit national suisse. Bon, la Suisse, pour les Russes, c'est une sous-province de sous-province, faut être très clair. Alors, les Suisses peuvent survivre à une vitrification atomique par leurs montagnes. Bon, l'Oural, c'est autre chose que le réduit national suisse. Donc, je souhaite à personne une confrontation nucléaire avec la Russie, mais pourtant, c'est ce que l'État profond américain actuel est en train d'imposer à l'Europe, qui, elle, s'exécute comme une conne, et décide d'y aller en envoyant des troupes en Ukraine. Donc, restez à l'écoute pour continuer à suivre et analyser ces développements cruciaux. Merci d'avoir regardé notre analyse approfondie du conflit Russie-Ukraine. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour. Votre soutien nous permet de vous fournir une couverture précise et actualisée de ce conflit majeur. À bientôt, restez informés et engagés.